Aujourd'hui, nous avons une pensée spéciale à tous les enseignants qui nous suivent puisque nous sommes le 5 octobre et la communauté internationale célèbre la journée internationale de l'enseignant. Une pensée spéciale à cet enseignant qui se retrouve à Falangoutou à faire un cours sous les paillotes avec un effectif d'élèves allant jusqu'à plus de 100 élèves au primaire. Nous avons une pensée spéciale à cet enseignant-là qui arrive malgré tout à faire des résultats, surtout de bons résultats avec un effectif pléthorique. Merci et bravo à vous, chers enseignants. Alors bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Ravi d'être avec vous à nouveau pour une nouvelle aventure de cette émission. Cette semaine, nous nous intéressons aux place donc ou au monument, donc le rond-point du 2 octobre. C'est ce site qui nous accueille pour la rubrique à la découverte 2. Vous le savez, le rond-point du 2 octobre est situé au cœur de la ville de Ouagadougou, pas loin du lycée Marianne Gouabi, pas loin de la place de la Nation ou place de la Révolution et pas loin bien sûr du Grand Marché ou de la mairie centrale. Nous allons aujourd'hui suivre le témoignage de quelqu'un qui a justement vécu les temps forts donc de ce discours d'orientation politique, qui va partager son expérience avec nous. Aujourd'hui c'est mardi et vous avez droit à votre chronique Un nœud sur la société avec Serge Youssef Ouedraogo. Avec lui nous parlons aujourd'hui donc des bourses scolaires. Notre invité du jour est le président donc d'un parti politique. Il s'agit de monsieur Hamidou Sana, qui est le président du Rassemblement des Nouvelles Idées. C'est un parti politique et nous parlons d'actualité avec notre invité. Pour la revue de presse, c'est Rachid Assad Zongo qui va s'installer d'ici là pour partager des informations avec nous. Alors installez-vous confortablement. Direction la place ou le monument ou le rond-point du 2 octobre. Cette semaine, pour la rubrique à la découverte de nous nous intéressons au rond-point du 2 octobre qui est situé en face du lycée Marianne Gouabi. Et ce rond-point a été érigé, il faut le rappeler, donc en mémoire au discours d'orientation politique. Et comme vous pouvez le voir en haut donc de ce rond-point, c'est écrit discours d'orientation politique. Et ce rond-point a été justement érigé, c'était en octobre 1983. Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter le témoignage de monsieur Moumouni Savadgo. Alors monsieur Moumouni Savadgo est enseignant d'anglais à la retraite et il est poète. Il nous parle de ce rond-point du 2 octobre. Le 2 octobre 1983 est une grande date en Haute-Volta, c'est-à-dire l'ex-Haute-Volta qui est le Burkina Faso aujourd'hui. Et c'est le 2 octobre 1983 qu'a été écrit le guide, ce document qui oriente le CNR dans la réalisation de ces programmes. C'est le 2 octobre qu'a été publié le document, le DOP, discours d'orientation politique, qui est un guide qui fixe les objectifs de la lutte de la révolution. Dans le discours, on voit tout ce que nous nous sommes fixés comme objectif. Si je dis nous, je vais parler de la révolution en tant que telle. Et dans la pratique, tous ceux-là, les révolutionnaires, se sont vraiment donné cette obligation d'accomplir cette mission. Et aujourd'hui, en 2020, si nous jetons un coup d'œil un peu dans le rétroviseur, nous voyons vraiment que grand chose a été fait. D'abord, moi, en tant que poète, si nous jetons un coup d'œil sur l'image, nous voyons un cercle dans lequel
on a dessiné une arme, une roue, des épis, et il y a une roue qui tourne, qui symbolise le dynamisme en tant que tel. Et c'est déjà très important pour définir ce que c'est que cette orientation politique. C'est des activités à tous les niveaux. Et l'arme d'abord symbolise la défense, ça symbolise la sécurité du pays. Les épis de mil symbolisent l'agriculture, les activités, les travaux. S'ils avaient pu atteindre le bout du tunnel, aujourd'hui nous ne serions pas là où nous sommes. On aurait un peu plus démarré. Nous ne disons pas que nous n'avons pas démarré, mais nous ne sommes pas allés loin. Sinon, ce que les révolutionnaires ont entrepris, que ce soit sur le plan sociologique, sur le plan psychologique, et sur le plan politique, sur le plan économique, ils ont fait grand-chose. Ils ont fait grand-chose parce que nous avons même aujourd'hui des marques. Nous avons aujourd'hui des symboles presque partout. On a des traces vivantes. Et aujourd'hui, tout ce que nous entreprenons, c'est sur le fondement de la révolution. Nous poursuivons avec cette émission. Je rappelle qu'avant le clip, vous avez suivi le témoignage de M. Moumouni Savadogo. Il est enseignant d'anglais à la retraite et il est poète qui nous parlait bien sûr du rond-point du 2 octobre. Pour la suite, nous allons passer aux informations et nous sommes aujourd'hui avec Rachid Assad Zongo que nous retrouvons après ceci. Il est de retour parmi nous, je vais dire de retour en tout cas dans la maison après quelques temps de maladie. Bonjour Rachid et bienvenue. Merci Abdetta, bonjour à toi et bonjour à vous qui nous suivez. Ça va mieux? On se porte mieux par la grâce de Dieu et par vos prières également. Dieu merci. Rachid faisait un palu et puis voilà. Merci en tout cas, nous sommes ravis que tu reviennes ici encore pour nous servir de l'information à travers la revue. Et nous passons le bonjour à Madame Zongo aussi qui a pris soin de messieurs. Alors Rachid, nous débutons par quel journal aujourd'hui? Ravissement partagé. Et pour débuter, on va dire la lecture des différents journaux, sinon des informations aussi confiées par les sites en ligne. C'est le journal Le Quotidien qui nous entretient. Alors, pour ce qui est du quotidien, dans ces titres, et pour débuter à la page 10, attaque contre le détachement militaire de Yirgou, au moins 12 soldats tués, du matériel militaire emporté. Toujours avec le même journal, en politique, MPP, Bala Sakandé prend officiellement les rênes. Un article qui peut être parcouru à la page 6 du journal Le Quotidien du jour. Lutte contre la grande délinquance, 6 présumés faussaires font perdre à l'État près de 12 milliards de francs CFA, à lire à la page 3. Et pour achever, des propos de Massourou Guiro à propos de la gouvernance actuelle. Massourou Guiro du MPSK qui confie, et je cite, « Les petits voleurs ne doivent pas être jugés au détriment de ceux qui pillent le pays. » Pour en savoir davantage, la page 8 du journal Le Quotidien du jour vous entretient. Un autre journal, la Zeta, nous sommes cette fois-ci avec l'Observateur Palga. Et dans ces titres, à la page 20, le journal revient sur la sortie, on va dire, ou sinon le retrait de Ebomaf des chantiers en Guinée. Le PDG crache ses vérités. Ainsi titre le journal L'Observateur Palga. À Barsalgo, dans le San Matenga, 15 militaires tombés dans l'attaque du détachement de Yirgou, à lire à la page 5. À la page 2, PNDS 2, relever le défi de la sécurité, de la paix et de la cohésion sociale. Célébration 30 ans du journal Le Pays, une soirée de gala pour clore en beauté, à lire à la page 7. Et pour achever, politique avec l'Observateur Palga du jour, Mouvement du peuple pour le progrès, Bala prend officiellement fonction, à lire à la page 6. Un autre journal, le quotidien Le Pays, justement qui fêtait, on va dire, ses 30 ans. Trentenaire des éditions Le Pays, l'événement célébré avec faste, les félicitations du président du Faso, des acteurs saluent le professionnalisme du journal et l'entreprise offre une tonne de riz aux déplacés de Pazani.
des sujets qui peuvent être parcourus aux pages 2, 8 et 4 du journal Le Pays du jour. Et avec le même journal, à la page 20, un entretien accordé à Inoussa Compaoré, imam du Serfi, qui confie, je cite, « Il faut dépolitiser le milieu religieux ». Je reprends, « Il faut dépolitiser le milieu religieux ». Autre sujet traité par le même journal Le Pays du jour à travers sa rubrique Révélation, attaque contre le détachement militaire de Yirgou, 14 soldats tués, plusieurs terroristes neutralisés. À lire à la page 23. Et pour achever politique, Alassane Balassa Kandé, nouveau président du MPP, qui confie ceci, je cite, « Je ne pense pas que je vais échouer. » 3 points de suspension. Et justement, pour en savoir davantage, la page 21 vous entretient. Nous passons à présent au quotidien burkinabé d'information générale d'analyse et de débat, aujourd'hui au Faso. Le journal revient en page 8 sur la situation des ouvriers de la mairie de Ouagadougou. Il est cité, le président Kaboré, l'ultime recours. Autre sujet, rentrée scolaire du mobilier écologique remis avec, ou du moins, au Juvena, fille de 5 amis, à lire à la page 12. Passation de charge au MPP, Simon cède le tabouret à Bala. Surpris des pontrominés, des 14 soldats burkinabés tombent à Yirgou. Vivement les drones et la nouvelle stratégie. À lire à la page 4. Et puis, pédocriminalité dans l'église. Que fera le clergé de ce rapport accablant? Interrogation posée pour en savoir davantage. La page 3 vous invite. Et pour achever, Dr Mohamed Korglou, fondateur de Mondial Care, la réussite d'une évacuation est le résultat d'une coordination entre différents intervenants. C'est ce que confie l'intervenant dont j'ai cité le nom, Dr Mohamed Korglou. Pour en savoir davantage, la page 6 vous invite. Vous en fait escale depuis, on va dire, Bobo du Lasso, dans la région des Hauts-Bassins, où est édité l'Express du Faso. Ce journal nous entretient sur la rentrée scolaire 2021-2022 avec ce titre « La police municipale aide les enfants à traverser ». Voilà, je suppose que c'est la route. Avec une belle image. Hein? Tout à fait, tout à fait. Dans sa rubrique, autant le dire, contrebande de carburant que chacun paie à la hauteur de son forfait. Autre sujet traité par le même journal, éducation, santé, eau potable, électrification. Le conseil régional de la boucle du Mouhoun dresse un bilan satisfaisant. Insécurité, 12 soldats tués à Yirgou, du matériel emporté. Toujours avec l'Express du Faso du jour, Plan national de développement 2021-2025, 63% du coût global sur fonds propres. Et puis, arrondissement 1 de Bobo, la promesse du maire Bouraïma Sanou. Et pour achever, page noire titrée par l'Express du Faso, le chroniqueur sportif Simon Doumboué n'est plus. Paix à son âme. Abzeta en poursuit avec un hebdomadaire cette fois-ci, et c'est la lettre du Faso qui nous entretient. Dans ces titres, aux pages 6 et 7, prison de haute sécurité, 900 détenus pour fait de terrorisme. Et puis, assassinat de Thomas Sankara, l'ombre de Blaise planera sur la salle des banquets de Ouaga 2000. Ainsi titre l'Express, du moins la lettre du Faso. Recomposition de l'échiquier politique national vers la refondation et le changement de nom de l'APMP. Voilà, c'est-à-dire à la page 5. Et puis, 72e anniversaire de la République populaire de la Chine, l'Empire du milieu amorce sa modernisation complète, à lire à la page 5. On achève avec les infos titrées par la lettre du Faso. À sa une, commune d'Oyem du Gabon et de Tanguy d'Assouri, un partenariat naissant, à lire à la page 11 pour ce qui est de la lettre du Faso du jour. Après, on poursuit pour achever avec les informations qui nous sont confiées en ligne. Et le premier site qui nous entretient, c'est www.lefaso.net. Trafic d'armes. Le Burkina Faso à égalité avec le Niger, le Tchad et l'Ukraine selon une étude internationale. Campagne agricole 2021-2022 au Burkina, les producteurs de la région du Nord face à une situation de séquence sèche assez prononcée par endroits. Restructuration des zones non loties à Saba, les populations craignent un déguerpissement. Coopération Burkina-Belgique, 2 autres ambulances pour la région du centre-est. Lutte contre la grande délinquance, 6 présumés faussaires font perdre 12 milliards de francs CFA à l'État burkinabé. Et pour achever, chauffeurs du corps diplomatique au Burkina, une journée pour magnifier leurs fonctions. C'était hier. Un autre site, www.infowacat.net.
Sécurité pour débuter, 14 soldats tombés à Yirgou selon l'armée. Sécurité toujours, et c'est le ministre de la Sécurité, Maxime Lomboza Kone, attend plus d'engagement et d'ambition de ses collaborateurs. Divagation des animaux à Ouagadougou, la capitale, près de 300 têtes d'animaux mises en fourrière. Et pour achever avec www.info4.net, Sahel à Marcoy, 5 déplacés internes tués par des individus armés non identifiés. Notre site www.burkinbia.com, attaque de détachement militaire de Yirgou, 14 FDS tués et 7 blessés, du matériel roulant emporté. Lutte contre la grande délinquance, des présumés faussaires font perdre à l'État près de 12 milliards de francs CFA. Criminalité, plus d'un demi-milliard emporté dans un braquage en pleine ville de Niamey. Nous sommes au Niger. Mission de bouclage des zones criminogènes à Ouagadougou, la capitale. Plusieurs personnes interpellées, dont un militaire de rang, des armes et des munitions saisies. Toujours avec www.burkinbia.com et pour achever, présidence du MPP, Simo Compaoré passe le témoin à Alassane Bala Sakandé. On poursuit avec l'actualité hors du Burkina, mais sur le continent africain. Au Mali, on apprend que plus de 8 millions d'électeurs sont enregistrés sur les listes électorales. Et pour être plus précis, c'est 8 213 317 personnes, ou sinon électeurs maliens. Au Togo, croissance de 5,3% du PIB pour 2021 comme prévision. Et toujours au Togo, pas de frais de scolarité cette année, aussi bien pour les lycées que les collèges. Voilà. Les frais de scolarité sont gratuits pour l'année scolaire 2021-2022 au Togo. Voilà. On ne paye pas de scolarité. Et ça fait que pratiquement, pour ce qui est en tout cas des établissements privés, c'est la croix et la bannière. Voilà. Au Niger, plus de 500 000 personnes exposées à une crise alimentaire selon l'ONU. Au Nigeria, reprise de services demain mercredi pour les acteurs de la santé après 2 mois de grève. Au Tchad, installation ce jour 5 octobre des membres du CNT au Palais de la démocratie. Et puis toujours dans le même pays, signature d'un pacte triennal entre les autorités de la transition et les acteurs sociaux. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed investit pour un nouveau mandat de 5 ans. C'était hier. En Centrafrique, 5 victimes civiles dans l'explosion d'une mine au nord-ouest du pays. En Libye, le Parlement a adopté la loi électorale régissant les législatives prévues pour décembre prochain. Et toujours dans le même pays, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont eu lieu depuis 2016 selon une mission d'experts de l'ONU qui a été justement confiée. On apprend qu'au Cap-Vert, réception de 100 000 doses du vaccin dénommé Moderna contre le Covid-19. Je ne sais pas si tu le connaissais déjà. Voilà, un nouveau vaccin, sans doute. Voilà. Dans l'île Maurice, on apprend que l'île rouvre ses frontières aux internationaux. Au Soudan, un soldat tué dans une attaque terroriste. Et pour achever en Guinée, nous apprenons que les autorités, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, vont déployer plus de 600 soldats au Mali. Toujours dans l'actualité internationale et cette fois-ci hors du continent africain, on apprend que, et cette actualité, a eu cours et a fait, le plat de résistance de nos confrères de France 24 hier, l'affaire Pandora Papers, qui est une fraude et évasion fiscale, suite à une enquête menant en cause des personnalités de plusieurs pays à travers le monde. Et là-dessus, sur le plan africain, on a cité le président Kenya, Uhuru Kenyatta. Il est cité également le premier ministre ivoirien Patrick Achi, comme quoi il a géré une société aux Bahamas. Il y a, pour ce qui est hors du continent, des personnalités comme Tony Blair, Dominique Strauss-Kahn, ancien ministre de l'économie, ancien également patron du FMI. Il est cité le roi Abdallah II de la Jordanie. Voilà. Et une affaire, qui constitue en tout cas l'actualité financière et économique actuelle à travers le monde. Réseaux sociaux, Facebook, le principal réseau social mondial avec ses filiales WhatsApp, Messenger et Instagram, ont subi hier une panne aux environs de 15h GMT. En Allemagne, Angela Merkel exhorte des partis politiques au dialogue après des élections. Et puis toujours dans le même pays en Allemagne, inauguration de sa première usine de kérosène vert. Puisqu'on parle de kérosène, donc on parle d'aviation, les compagnies aériennes mondiales vont perdre des milliards de francs CFA toujours pour ce qui est de 2021 à cause de la crise de Covid-19 et rester dans le compteur rouge jusqu'en 2022 selon IATA.
Et puis au Vatican, le pape François et des leaders religieux ont signé hier un appel commun pour le climat avant la COP26 qui est prévue dans quelques mois. Pour ce qui est du prix Nobel de médecine 2021, ce sont les Américains Ardem Patapoutian et David Julius qui ont été distingués pour leurs travaux sur les capteurs du toucher. Voilà. En Inde, la police a interdit des manifestations au lendemain des heures qui ont fait des dégâts et des blessés. Et puis, on apprend qu'une troisième dose de vaccin Pfizer est autorisée par l'Agence européenne de médicaments. Et au Royaume-Uni, des militaires à la rescousse face à la pénurie de carburant. Et pour achever, au Japon, Fumio Kishida est élu Premier ministre par les députés. Au passage, si tu me permets d'ajouter, on a appris également que les deux Corées, Corée du Sud et Corée du Nord, ont rétabli leurs canaux de communication. D'accord, voilà. Merci bien Rachid pour cette lecture des différentes unes des quotidiens, mais également sur la toile. Alors, nous passons à la phase commentaire. Il faut commencer selon les Échos. Des coups de feu auraient été entendus donc, vers le palais de Kosiam hier, notamment dans la nuit. C'est bien cela. Des coups de feu ont été entendus selon, on va dire, des riverains. Voilà, de la zone du palais de Kosiam. Je vais parler des habitants, notamment des quartiers Ouaga 2000, de la trame d'accueil. Et comme tu l'as dit, c'était hier nuit, précisément aux environs de minuit. Cela, bien sûr, a suscité, on va dire, des inquiétudes pour les habitants des 10 quartiers. Alors, selon les informations reçues et qui ont été rapportées par nos confrères du site en ligne minute.bf, il s'agit de tirs de sommation pour dissuader des occupants d'un véhicule qui s'était trompé de direction. Alors, le site confie toujours en précision qu'il s'agirait de personnes étrangères, pour parler des occupants justement du véhicule, qui tentaient de rejoindre leur domicile situé à Ouaga 2000 et qui ont utilisé la navigation GPS pour pouvoir se rendre à la maison. Encore. Et qui sont passés par le chemin barré de la présidence. Voilà. Tu te souviens encore de cet étranger-là qui s'est trompé de chemin aussi vers l'aéroport. Hein. Tout à fait, pour se rendre du côté de la base aérienne, 511. Voilà. Nous avons au niveau de Savane Média nous avons du moins eu à réaliser, on va dire, un reportage sur le sujet, notamment l'utilisation du GPS, pour dire que c'est un outil, on va dire, assez intéressant, mais il y a des dangers, comme ce fut le cas avec l'exemple que tu as cité, pour dire que la localisation GPS, elle est bonne, mais elle a également des risques. Bien sûr. Voilà. Quand on sait que très souvent, on voit, le GPS peut te donner un chemin tracé, mais ça veut dire qu'il n'a pas forcément mémorisé tous les points de repère. C'est ça. Voilà. Donc, facilement, on te balance dans une zone interdite et après, écoute, tout à fait. À toi tous les risques. Bon, heureusement, donc, prudence. C'était des tirs de sommation. C'est sûr qu'après, ils se sont retrouvés, puis ils ont pris autre chemin. Tout à fait. Voilà. Donc, ici, nous, on est habitué à demander. Hein, quand on ne connaît pas, on demande. On passe par où pour aller par là, pour aller dans tel ou tel lieu. C'est vrai qu'on dira que nous sommes dans un contexte particulier d'insécurité et parfois on a peur de demander. Mais il y a un adage aussi qui dit que quand on veut connaître son chemin, il faut juste demander. Bien sûr. Voilà. Alors, deuxième sujet, Rachid, on s'intéresse à ces faussaires qui font perdre de l'argent à l'État, près de 12 milliards de francs CFA. C'est bien cela. Pour être plus précis, ce sont 6 présumés faussaires qui ont été pris dans les filets de la police nationale. Des individus dont l'âge est compris entre 40 et 53 ans et qui évoluent tous dans le milieu du commerce. Et selon justement la police nationale, ces individus étaient spécialisés, comme tu l'as dit, dans des actes de contrefaçon de documents. Et selon les faits qui ont été rapportés par justement la police, pour ce qui est de leur mode opératoire, ils disposaient d'un bureau au niveau de la capitale Ouagadougou, dans un quartier où ils recevaient, on va dire, leurs victimes, soit directement ou par l'intermédiaire d'un d'entre eux. Et une fois que justement la personne qui est intéressée par des dits documents venait à leur niveau, ils avaient entre leurs mains pratiquement
plusieurs outils en termes de matériel pour établir des faux documents. Et ce qui est cité, c'est vraiment une panoplie. Les documents, on parle notamment de, on va dire, pour ce qui est des cachets d'immatriculation, des cachets de la gendarmerie, des cachets de la douane, des cachets de la police nationale, des cachets pour l'établissement des plaques d'immatriculation, vraiment toute une panoplie de cachets permettant d'établir des documents assez nécessaires, on va dire, aux citoyens. Et là-dessus, il a été fait ressortir par la police nationale que c'est pratiquement 1000 engins pour ce qui est des plaques d'immatriculation, 1000 engins de 2 et 3 roues, 2 roues pour ce qui est des motos et 3 roues pour ce qui est des tricycles, voilà, qui ont été justement, qui ont reçu, on va dire, des documents et qui ont été mis en circulation par ces 6 personnes-là. Et cela depuis pratiquement, on va dire, depuis 2013, donc environ une dizaine d'années. Voilà, une dizaine d'années que ces faussaires-là, justement, agissent. Et ce qui a été fait rapporter, c'est que le préjudice causé à travers justement ces actes-là est estimé à pratiquement près de 12 milliards de francs CFA au niveau de l'État burkinabé. Voilà, voici un peu ce que l'on peut rapporter par rapport à justement cette situation. Et là-dessus, moi j'aime à dire qu'on ne veut pas féliciter forcément la police nationale parce que c'est son travail, où on doit aider la police nationale à faire au mieux son travail, c'est dans la collaboration population et on va dire de façon générale avec nos forces de défense et de sécurité. Et là-dessus, la police ne manque pas justement de le dire, c'est par cette collaboration-là qu'elle a pu mettre la main sur ces 10 faussaires. Et pour aussi faciliter les choses, il faut que nous, citoyens, nous arrivions à être responsables. Voilà. Passer par la courte échelle pour que avoir des documents, ce n'est pas toujours la bonne solution. Voilà, nous encourageons à côté de cela l'insécurité, nous encourageons à côté de cela la corruption, et cela n'est guère justement bon pour notre société qui veut justement se construire. Donc là-dessus, il faut que nous soyons vraiment des citoyens responsables. Évitons la courte échelle, passons par la procédure normale. Pour ce qui est, on va dire, malheureusement des brebis galeuses qui s'adonnent à cette pratique, il faudrait que nos populations justement puissent aider les forces de défense et de sécurité, la police et autres, à pouvoir justement atteindre les objectifs pour démanteler parfois, on va dire, ces réseaux-là. Et là-dessus, elle ne manque pas, pour parler de la police nationale, de chaque fois rappeler les numéros sur lesquels justement on peut la saisir. C'est notamment le 16, le 17 et bien sûr le 10-10. Voilà. Alors Rachid, pour finir, nous allons parler de cet arrêt de fonctionnement de certains réseaux sociaux très prisés, très utilisés, pas seulement par les Burkinabés, mais par beaucoup d'utilisateurs via le monde. Hein. Alors, Facebook ne fonctionnait pas, et en même temps, WhatsApp, Messenger, Instagram, et ça a chauffé hier. Exact. Ça a bloqué. Moi particulièrement, j'ai traumatisé, sans te couper, hein, moi j'ai traumatisé mon téléphone pensant que, bon voilà, il faut... Ça fait des réinitialisations, redémarrage, voilà. C'est après que je me suis rendu compte qu'en réalité, ce n'était pas mon téléphone. Voilà. Donc il a souffert de ma manipulation. Alors, ce qui a été par rapport à cette actualité, ce qui est connu, c'est que justement, comme tu l'as dit, le réseau social Facebook, principal réseau social que l'on connaît d'origine américaine, depuis 2004 créé par Mark Zuckerberg, avec ses filiales, comme tu l'as dit, WhatsApp, qui est une application de messagerie, Instagram, application pour partage de photos, et Messenger ont subi une panne hier aux environs de 15h GMT. Et bien sûr, tu l'as dit, cette situation a affecté pratiquement des millions d'utilisateurs. Quand on sait que Facebook, à lui seul, c'est pratiquement 3 milliards d'utilisateurs. Donc, on ne saurait compter le nombre de personnes qui ont été affectées par justement cette panne-là. Alors, les explications liées à cette panne dès les premières heures n'ont pas été, on va dire, données par Facebook. Ce qui a été confié à travers un tweet que je cite, c'est « Nous nous efforçons de rétablir la situation aussi rapidement que possible et nous vous prions de nous excuser pour tout désagrément. » C'est le tweet qu'a fait, on va dire, Facebook, ou du moins le responsable de Facebook, sur Twitter. Okay. Voilà, sur le réseau social Twitter. Et selon justement le journal Le Monde, à travers leurs experts en matière informatique et web, il a été confié que le problème a apparemment touché
on va dire, une infrastructure majeure qui permet d'orienter le trafic Internet. En français, plus simple, c'est-à-dire qu'il y a une panne de serveur. Et cela pourrait être lié à ce qu'on pourrait dire dans le milieu informatique, à une erreur de configuration. Voilà. Malheureusement, c'est des dommages qu'on ne sait pas si on pourra nous dédommager. Mais bon. Merci à toi, Rachid. En tout cas, hier, ça a chauffé. Et moi, je me rappelle quand je suis venue ici à la rédaction, j'ai dit, mais mon téléphone, mon WhatsApp ne marche pas. Après, non, il y avait le directeur de l'information de Savane Média, et là, Ismail Arabo, qui m'a dit, mais tu n'es pas au courant que ça ne marche pas depuis longtemps, mais ça ne marche pas. J'ai dit, mais comment je vais faire pour échanger justement avec mes invités et puis préparer l'entretien et tout. Et puis il dit, mais avant là, tu penses que les autres utilisaient quel moyen? Donc retourner à la phase classique, appeler ou rencontrer face à face la personne pour discuter physiquement. Oui. Donc repartez là-bas quoi. Et puis voilà, heureusement que c'est réparé maintenant. Ceux et celles qui sont accros, on va dire. Oui, il y a des gens qui manipulent leur téléphone jusqu'à 2h, 3h du matin. C'est sûr qu'ils ont fait des insomnies. C'est sûr. Ça a dû être malin, ça c'est certain. Sûr. Merci bien Rachid. Nous poursuivons avec cette émission et cette fois-ci nous faisons place à la rubrique invité du jour et comme annoncé, Monsieur Hamidou Sana qui est le président du Rassemblement des Nouvelles Idées est bien installé sur ce plateau, et on revient. Aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous recevons M. Hamidou Sana. Il est le président du Rassemblement des Nouvelles Idées. C'est un parti politique affilié à la majorité présidentielle. Bonjour et bienvenue, M. Sana. Bonjour, madame. Merci d'être sur le plateau de Bonjour le Faso. Alors, avant de découvrir plus votre parti politique, nous allons nous intéresser à des questions d'actualité. Le Burkina est encore endeuillé parce que vous avez suivi l'actualité hier. Un détachement militaire de Yirgou a été attaqué, 14 morts et 7 blessés. Le problème du terrorisme qui est toujours d'actualité, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème? Merci beaucoup. Mais avant tout propos, je voulais donc m'incliner en mémoire des personnes qui sont tombées sous les balles d'assassins, donc des terroristes. Et également, mes pensées vont à l'endroit des déplacés internes qui, au quotidien, ne savent pas vraiment comment, quelle date précise ils vont retourner dans leurs résidences respectives. Et également, nous encourageons d'ailleurs les forces de défense et de sécurité, des VDP, et également les collègues qui travaillent nuit et jour pour que la sérénité et la paix reviennent au Burkina Faso. Merci. Et est-ce que, selon vous, il faut peut-être aller à d'autres collaborations pour mieux lutter contre le terrorisme? On prend le cas du Mali aujourd'hui qui est en train de marquer une collaboration avec le groupe russe Wagner, même si aujourd'hui avec justement cette possibilité de sciences avec ce groupe-là crée des problèmes entre le Mali et la France. Est-ce que selon vous, il faut que les autres pays aussi touchés par le terrorisme partent pour faire d'autres collaborations au lieu donc de se contenter de ces groupes ou de ces pays qui nous accompagnent aujourd'hui, mais on ne voit pas tellement de grands résultats? Oui, sur cette question, je pense que nos autorités chargées des questions de la sécurité pourraient donc penser à cela. Mais à mon sens, je pense que le Burkina Faso, c'est un pays souverain auquel toutes les partenaires bilatéraux et autres ne peuvent pas exclure cela, parce que quoi qu'on dise, la sécurité c'est le premier pilier de notre existence. Donc de mon point de vue, si Wagner pourrait être, je mets ça dans le conditionnel, pourrait être donc notre salut, cela donc sera la bienvenue. Voilà. Mais je pense également que pour le moment, nos autorités sont en train de travailler nuit et jour pour que la paix revienne au Burkina Faso.
Mais on risque aussi de rencontrer les mêmes problèmes que le Mali aujourd'hui, parce que la France menace de quitter donc le Mali si jamais ce pays-là signait avec le groupe russe Wagner. Oui, si le Mali, c'est comme j'ai dit, le Mali c'est un pays souverain. Donc si la France, ou du moins le Mali, ne trouve pas un résultat probant, il va des choix donc qu'il s'oriente vers d'autres partenaires. Mm-hmm. Alors, nous allons maintenant parler de votre parti politique, le Rassemblement des Nouvelles Idées. Présentez-nous votre parti pour commencer. On va dire que c'est un parti peu connu quand même des Burkinabés. Bon, merci. Le Rassemblement des Nouvelles Idées, c'est un parti politique qui est né dans un contexte difficile, marqué donc par l'avènement du Covid-19, qui est né le 7 mars 2020, auquel nous avons contenté donc de s'abstenir donc les mesures barrières, comme le ministère donc l'avait annoncé. Et au fil du temps, il y a eu quand même un temps soit peu auquel nous avons procédé donc le lancement officiel le 26 juin passé 2020, je vais dire, auquel nous avons tenu donc à l'opinion nationale et internationale pour comprendre et aussi annoncer donc la venue donc d'un nouveau parti politique qui va participer donc à l'animation de la vie politique au Burkina Faso. Donc un parti politique qui est né dans un contexte difficile, insécurité et Covid-19, donc vous n'avez pas eu aussi à faire beaucoup d'activités pour vous faire connaître. Parce que on se rappelle que surtout en mars-avril 2020, on ne pouvait même pas se réunir à plus de 50 personnes. Il y avait eu ces mesures-là prises par le ministère de la Santé et par le gouvernement en général. Donc c'est un parti qui a rencontré des difficultés dès sa création. Oui, on peut dire de cela. Mais au-delà de ça, nous sommes en train de travailler pour l'installation donc des cellules de base, voilà, à l'échelle donc nationale. Donc ce qui fait que nous avons opté donc d'aller rencontrer donc les militants sur le terrain afin donc de sensibiliser, de conscientiser, parce qu'aujourd'hui la politique, comme on le dit, c'est une bonne chose. Parce que quand vous regardez, près de 70% de notre jeunesse aujourd'hui, elle est jeune, de notre population elle est jeune. Donc il faut s'y intéresser, il faut s'investir davantage donc à l'animation donc de la vie politique. Et pour vous, est-ce que vous n'avez pas retrouvé vos idées, vos idéologies dans d'autres partis politiques qui existaient avant? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer un parti politique quand on sait que l'univers politique aujourd'hui, il y a assez de partis politiques et très souvent aussi, vous suivez certains observateurs critiquer qu'il y a des partillons qui existent, qui ont du mal même à mobiliser. Pourquoi vous n'avez pas décidé peut-être de rejoindre un parti, un grand parti par exemple, qui partage vos idées au lieu de créer un parti politique? Merci. C'est comme... j'allais dire pourquoi tous les journalistes ne se retrouvent pas à RTV Télé pour travailler. Moi, je pense que créer un parti politique, d'abord faire la politique, c'est un sacerdoce. Voilà. Cela dit que si vous trouvez donc que vous avez des idées nouvelles, comme nous le disons, et c'est très important et très utile d'aller vers la conquête donc du pouvoir d'État. C'est d'ailleurs donc notre cheval de bataille. Voilà, nous ne trouvons pas donc un parti aujourd'hui auquel nous partageons forcément les mêmes idées, forcément les mêmes opinions pour aller donc dans ce sens. Et en tant que nouveau parti, oui, parce que vous êtes aussi un jeune parti, on va le dire, un jeune parti, comment vous arrivez à vous imposer ou à trouver votre place dans l'univers de ces partis politiques aussi qui sont à un nombre élevé? Oui,
C'est vrai, il y a un proverbe aussi qui dit que la femme ne doit pas regarder donc le panier de sa coépouse pour jeter ses calebasses. Cela veut dire que quelle qu'en soit la taille donc des partis politiques au Burkina Faso, nous espérons, nous imaginons donc que nous pourrons donc tailler notre place sous soleil. Cela dit quoi? Il faut sensibiliser les gens. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand vous leur parlez de la politique, ils disent « Ah, nous, est-ce qu'il y a à manger dedans ?» J'ai dit « Non, mais nous sommes désolés. Nous pensions que tout Burkinabé, que vous êtes à l'intérieur comme à l'extérieur, vous devez donc s'intéresser donc à la gestion de la chose publique. C'est de ça qu'il s'agit. » Donc, nous rencontrons également des gens qui disent « Oui, nous saluons donc votre initiative parce que vous êtes jeunes, c'est vrai. Il y a des anciens aussi qui sont à côté de nous, qui partagent donc les mêmes idées, les mêmes opinions que nous. Donc, ce qui fait que nous avons en tout cas bon espoir. Vous avez participé aux élections législatives de 2020. Quel bilan faites-vous? Les élections couplées 2020 qui viennent donc d'achever, nous avons participé, mais c'est comme j'ai dit, on n'a pas pu donc engranger des sièges à l'Assemblée nationale. Mais nous comptons donc des jours à venir, comme les élections municipales qui s'annoncent. Et nous pensions qu'il faut construire donc le parti, il faut élaborer donc un programme d'activité, une sensibilisation qui va donc apporter beaucoup donc de sièges au soir donc des élections municipales. Nous allons revenir au programme que vous proposez au Burkinabé. Maintenant, rappelons qu'après justement ces élections, vous avez décidé de faire partie de la majorité présidentielle, donc l'alliance des partis de la majorité présidentielle. Pourquoi ce choix, aller à la majorité présidentielle? Bon, je dois vous dire que ce n'est pas après les élections que nous avions fait cette option. Nous avions dit que nous avons décidé d'apporter donc notre soutien au président Kaboré, qui était donc son deuxième mandat. Donc, de quoi le plus normal, donc d'apporter notre soutien. Pourquoi? Quand vous regardez aujourd'hui, nous avons estimé, nous sommes des sociodémocrates. Le parti au pouvoir, également donc la social-démocratie. Et deuxièmement, nous avons estimé que pour le moment, quand on regarde le climat social, ça ne va pas. Pourquoi je dis cela? Le président Kaboré ayant prêté serment en 2016, 2 semaines après, il y a eu l'attaque donc du Kwame Nkrumah. Nous nous sommes posé la question, qu'est-ce que le Burkina Faso en a déjà fait du mal pour récolter donc ce qui est arrivé? Et troisièmement, nous avons estimé que le président Kaboré était donc le candidat idéal pour nous, donc de le soutenir. Voilà donc entre autres des raisons donc qui nous a motivés donc de l'accompagner donc pour les élections de novembre passé. Et bien sûr, en soutenant la candidature du président Roch Kaboré, du candidat à l'époque, vous rejoignez en même temps la majorité présidentielle. Maintenant, il y a quelque temps, dans l'actualité, il y a eu le parti politique Pédis-Lafia qui a fait une sortie médiatique pour dire qu'au sein de la majorité, il ne retrouvait pas sa place. Parce qu'il a battu campagne pour le président Kaboré, il a même dépensé, mais après, c'est comme si la récompense n'était pas à la taille donc, des efforts de ce parti politique. Vous, à votre place, vous qui avez accompagné le candidat Roch Christian Kaboré à l'époque, aujourd'hui président du Faso, qui avait rejoint donc, la majorité présidentielle, est-ce que vous trouvez votre place ou sinon est-ce que vous êtes récompensé à la hauteur de vos efforts? Merci beaucoup, mais je dois avant dire que quand on rejoint la majorité présidentielle, c'est pas forcément le gâteau. Est-ce que c'est pas pour la soupe, comme on le dit? Parce qu'il y a eu beaucoup de partis politiques qui ont rejoint la majorité présidentielle après les élections. Oui, donc on se dit que les gens préfèrent là où il y a à manger. Non, pas forcément, parce que l'opposition c'est peut-être la souffrance. Hein? Non, pas forcément, loin de là. Je vais dire que c'est des idées. Nous avons besoin
quelles qu'en soient les recherches que vous avez, si vous n'avez pas des idées, c'est zéro. Voilà. Donc nous pensions que le MPP est venu en moins d'un an, ils ont remporté les élections. C'est de ça qu'il s'agit. Mais l'histoire du MPP, beaucoup l'ont toujours dit, hein, les ténors du MPP viennent quand même d'un parti qui a été grand des années. Donc c'est quand même un parti, c'est un cas particulier, on va dire. Vous allez me dire le contraire à l'UPC? Vous allez me dire le contraire d'autres formations? C'est pas les ténors le problème, c'est les idées. Vous et moi, si moi je veux que vous venez donc au rassemblement des nouvelles idées, il faut que ce soit donc à mesure donc de vous convaincre. C'est de ça qu'il s'agit. On ne parle pas à la majorité pour des postes ou bien des soupes. Moi je me demande si on allait déposer une marmite, c'est de quel genre de marmite on allait donc partager la soupe. Toute personne qui désire donc aller à la majorité présidentielle, je pense que c'est les idées qu'il faut mettre en amont d'abord. Et ensuite, le travail. Moi, je pense que c'est ensemble que nous pouvons. C'est qui donc notre slogan. Oui, ensemble, nous pouvons. Aujourd'hui, nous parlons de la majorité présidentielle. C'est parce que le pays est en paix qu'on ne peut pas de la politique. On ne peut pas de notre existence. Ce qui est essentiel, il faut aller donc travailler ensemble, mettre les terroristes hors de nos frontières. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de s'asseoir et dire non, j'ai fourni des efforts, je n'arrive pas à trouver donc ma place à la majorité présidentielle. Je suis désolé de le dire. Nous sommes aux majorités présidentielles, mais on ne se plaint pas. Vous ne vous plaignez pas. Alors, M. Sanon, on sait que très souvent, la politique, ce sont les intérêts. Et même pour justement la majorité présidentielle ou les grands partis de la majorité présidentielle, comme le MPP, comme l'UPC, bon, ce sont des partis aussi qui recherchent des intérêts. Quand vous êtes un jeune parti qui n'a peut-être pas de siège, donc qui n'a pas de représentant au niveau décisionnel, bon, on se dit, est-ce que on tient tellement compte de vous dans la prise de décision quand on parle de majorité présidentielle? Est-ce que vous êtes consulté souvent dans certaines prises de décision de la majorité présidentielle? Merci. Est-ce qu'on ne parle pas plutôt consulter l'UPC, le NTD, des partis quand même qui ont des députés qui représentent l'Assemblée nationale? Merci pour cette question, mais je dois déjà dire que en politique, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de gagnant. Vous allez voir des partis dans le passé qui ont obtenu des résultats probants, mais aujourd'hui qui sont au pied de l'échelle. Donc cela n'exclut pas que demain ou après-demain, le rassemblement de nouvelles idées ne va pas engranger donc des sièges à l'Assemblée nationale, au conseil municipal, au conseil régional, ainsi de suite. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne suffit pas de brandir un résultat aujourd'hui, de dire oui, mais l'avenir nous dira autre chose. Alors, M. Sana, revenons à votre parti, le Rassemblement des nouvelles idées. Quel est le programme que vous proposez aux populations burkinabées? Quelle est votre vision des choses? Notre vision, c'est d'abord l'autosuffisance alimentaire et également donc l'eau potable pour la population. Quand vous regardez aujourd'hui le programme donc du président Kaboré, il a également mis tous ces programmes. Mais au Rassemblement des nouvelles idées, nous avons proposé donc un village, un forage d'eau équipé en panneaux solaires, parce que nous avons sans doute que le soleil est très abondant. Donc également, si vous regardez dans tous les villages aujourd'hui, il n'y a pas forcément l'eau potable à tous les niveaux. Moi je me rappelle donc le président de l'Assemblée nationale de Passage, de 8 mars, la région donc du sud-ouest, qui a octroyé donc des forages à la population locale. Cela dit que nous avions comme programme un village, un forage d'eau potable. C'est de ça qu'il s'agit. C'est assurer le besoin essentiel donc pour les populations. Bien cela. Alors, les élections municipales se profilent à l'horizon, oui, annoncées pour 2022. Comment votre parti se prépare justement pour affronter ces élections municipales? Merci beaucoup.
Au rassemblement des nouvelles idées, nous sommes en train donc de mettre les structures à l'échelle nationale. Dans certaines provinces, nous sommes déjà passés. Nous sommes en contact donc direct avec certains donc de la base. Donc les élections municipales, j'allais dire, c'est les élections des élections. Pourquoi? Quand vous êtes un élu local, vous répondez directement aux besoins donc de la population. Cela dit quoi? Vous ne pouvez pas être un homme politique aujourd'hui auquel vous ne prenez pas vraiment les réalités donc, de ces populations de base là. C'est de ça qu'il s'agit. Et concernant ces élections municipales, vous avez suivi un peu les conclusions du dialogue politique. Bien sûr. Le dialogue politique, donc, et dans ces conclusions-là, majorité comme opposition, se sont entendus que vaut mieux aller au suffrage direct pour ces élections municipales. Donc, ce sont les populations à la base qui vont élire donc les maires. Maintenant, le problème se pose au niveau de la date de prise d'effet parce que l'opposition propose 2027 et la majorité propose 2022. Donc, juste à moins d'une année. Quelle est votre position? Bon, nous nous en tenons donc aux conclusions. Comme donc la majorité. Vous êtes de la majorité présidentielle, donc vous suivez. Non, pas qu'on suit. J'ai dit, nous nous en tenons donc à la décision donc de ce dialogue politique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, il y a beaucoup de localités aujourd'hui où certains maires ont des difficultés. Soit ils ont des difficultés avec donc, leurs conseils municipaux, soit ils ont des difficultés d'ordre en toute politique. Donc, ce qui veut dire que nous sommes d'accord pour qu'on ait quand même des maires indépendants, des maires qui peuvent travailler vraiment donc, aux besoins donc, de leur population. Sans, donc le suffrage direct pour vous, c'est la meilleure solution? Pour le moment, je pense. Le Forum national de la réconciliation aussi est prévu pour se tenir du 17 au 23 janvier. Quelles sont vos attentes déjà de ce Forum national sur la réconciliation nationale? Merci beaucoup. Le Forum national pour la réconciliation nationale sera donc la bienvenue parce qu'aujourd'hui, il faut que les gens aussi arrivent à se parler. Ça, c'est très important. Il faut que les populations se parlent. Moi, je pense qu'il n'y a pas un problème, qu'on ne peut pas s'asseoir, trouver une solution. Donc, ce forum donc, sera donc la bienvenue, auquel tous les acteurs pourront donc trouver les places pour s'exprimer. Et je pense que c'est l'idée donc du gouvernement et donc les autres acteurs qui concernent ce dialogue. Alors, M. Sana, pour les élections, nous avons parlé des élections municipales de 2022, mais pour les élections présidentielles de 2025, est-ce que le Rassemblement des nouvelles idées aussi va encore soutenir le candidat du MPP? Nous avions dit, nous avons soutenu un programme. Nous avons regardé donc les enjeux du moment pour apporter donc notre soutien au président Kaboré, président donc du Faso. Donc cela n'est pas exclu. Mais c'est des enjeux du moment qu'on va. Au moment venu, donc, on fera donc le point. Le point. Voilà. Et si après c'est Bala Sakandé qui est le candidat du MPP, est-ce que vous allez le soutenir? Parce qu'aujourd'hui il est le président, il a été élu président donc de ce parti politique. Si en 2025 c'est lui que le MPP décide donc de placer comme candidat pour les élections présidentielles, est-ce que vous allez le soutenir? Nous pensions qu'il faut retourner donc à la base et ensemble nous allons discuter et trouver donc le juste milieu. D'accord. Donc voilà. Pour le moment, rien n'est joué. Voilà, pour le moment, rien n'est joué. Merci bien. Notre temps d'entretien est terminé, M. Sana. Merci beaucoup. Merci encore une fois de plus. Et je tenais donc à remercier Savane Média, auquel donc nous suivons au quotidien, même à l'échelle internationale, par moment. Et je remercie également l'ensemble donc du personnel donc du Savane Média. Encore une fois, merci. Que Dieu protège le Burkina Faso.
Mais Je vous remercie. Amen, merci bien. Je rappelle que dans l'entretien du jour, nous recevions M. Hamidou Sana. Il est le président du Rassemblement des Nouvelles Idées. C'est ici que s'achève l'entretien de ce jour. Et pour la suite de cette émission, nous passons à la rubrique Bonnes Affaires. Vous avez la possibilité de passer des informations concernant vos activités, vos événements à travers cette émission. Il suffit juste d'entrer en contact avec le service commercial. Bonnes Affaires et on se retrouve juste derrière. Et nous sommes aujourd'hui à nouveau avec Monsieur Frédéric Donald Sawadgo. Il est chargé de communication de Mira Élevage. Il est sur ce plateau pour parler des différentes formations qu'organise Mira Élevage et le centre CIFEA. Bonjour à vous, Monsieur Sawadgo, et bienvenue. Bonjour à vous. Merci d'être là à nouveau. Nous parlons de Mira Élevage, du centre CIFEA et des formations. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter à nouveau Mira Élevage et le centre CIFEA? Pour ce qui est de Mira Élevage et des CIFEA, il faut dire que Mira Élevage, c'est une structure qui fait des formations professionnelles dans le domaine de l'élevage, dont la formation en élevage moderne de volailles et sans oublier la fabrication de couveuses, et la couveuse artisanale qui est la marque en tout cas de couveuse. La spécialité de Mira Élevage. Maintenant, pour ce qui est du centre CIFEA, c'est un centre dans lequel vous allez retrouver des métiers de la main, des formations aux métiers de la main, tels que l'élevage, la transformation agroalimentaire, en passant par la pisciculture, en passant par l'agriculture. Et également aussi, vous allez voir que dans ce centre, l'agriculture, quand on le dit, à CIFEA, c'est l'agriculture hors sol. Nous, on a opté parce que ça, c'est encore plus bénéfique que l'agriculture au sol. D'accord. Et maintenant, il y a une série de formations que vous faites au niveau donc de Mira Élevage ou du centre CIFEA. Est-ce qu'on peut parler de ces différentes formations? Pour ce qui est des formations que nous faisons du côté de Mira Élevage et de CIFEA, d'abord si on va parler de Mira Élevage, là c'est la formation en élevage moderne de volailles et la fabrication de couveuses. Maintenant à CIFEA, dans le centre, ça c'est la formation en élevage de volailles, la fabrication de la couveuse artisanale, en passant par la transformation agroalimentaire, en passant par l'agriculture au sol, en passant par la pisciculture, l'apiculture également. Parce que tous ces modules, vous allez voir, ce ne sont pas des formations qu'on fait en un coup, ce sont des formations diversifiées, ce sont des formations que nous faisons. Pour ce qui est par exemple des formations en élevage de volailles et fabrication de couveuses, nous avons des formations sur 2 jours. Ça c'est l'élevage moderne de volailles et la fabrication de couveuses. Donc même nous avons une formation les 30 et 31 octobre. Vous allez voir qu'au-delà de ça, nous avons une formation qui dure sur 1 mois. Ça, c'est entrepreneuriat avicole. Qu'est-ce qu'on vous prend? On vous apprend dans entrepreneuriat avicole. C'est sur 45 jours, 30 jours en continu de formation et 15 jours de stage pratique. Et vous allez voir que là, vous apprenez l'élevage de la volaille, vous allez apprendre encore la fabrication de la couveuse, en passant par le marketing digital, en passant par les techniques de vente de produits avicoles, en passant par l'entrepreneuriat, le développement personnel, sans oublier en tout cas tout ce qui entre vraiment dans le cadre du développement de cette activité-là. Ça, c'est pour la formation de... Ça, c'est pour la formation de 1 mois. 1 mois. Également, nous avons une formation de 3 mois. Ça, c'est technique d'élevage général. Là, on vous montre l'agriculture, la pisciculture, l'apiculture. Ça, c'est l'élevage des abeilles. Ça, comment produire du miel. Et on vous montre également le marketing digital encore, les techniques de vente encore, en passant par l'agriculture hors sol. Maintenant, on a une formation aussi d'1 an. Ça, c'est entrepreneuriat en élevage général. Okay. Entrepreneuriat en élevage général, c'est quoi? Tout ce qui entre dans le domaine de l'élevage, en passant par l'élevage plutôt de la volaille, des ruminants, c'est-à-dire les petits et gros ruminants, en passant par la transformation agroalimentaire, parce que vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez travailler dans le domaine de l'élevage, ne pas être éleveur, mais pourquoi ne pas transformer ce que les éleveurs produisent? Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez être aussi dans le domaine de l'élevage, vous n'êtes pas producteur, vous n'êtes pas transformateur, mais vous êtes distributeur. Vous voyez, tout ça, ce sont des trucs. Quand vous avez une formation en la matière, on prend un exemple, quelqu'un qui a une formation en technique d'élevage général pour 1 an. Et à la sortie de votre formation, vous allez opter pour quelque chose, bien sûr. Vous pouvez ne même pas être producteur, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez ne pas être transformateur, et vous allez vous charger juste de la distribution. Okay. Vous voyez, c'est une chaîne vraiment. C'est une chaîne très longue, mais quand vous n'avez pas une formation en la matière, c'est encore plus difficile de s'insérer parce que là, vous ne savez pas qu'est-ce que je peux faire et comment est-ce que je peux le faire. Et ensuite, il y a la formation de 2 ans.
La formation de 2 ans, ça c'est maintenant une formation dans notre école de santé animale qui est dans le centre CIFEA. Parce qu'il faut dire que dans CIFEA, il y a la formation dont j'ai parlé pour 2 jours, pour 1 mois, pour 3 mois et 1 an. Et également, il y a la formation de 2 ans. La formation de 2 ans, ça c'est maintenant pour des agents techniques d'élevage que nous prenons avec le niveau BEPC et des techniciens supérieurs d'élevage que nous prenons avec le niveau BAC. Ça c'est 2 ans. Ça, c'est l'école de santé animale. Et ces personnes-là, à la fin, quand ils sautent, ils sont des agents de santé animale. D'accord. Quels sont les avantages, généralement, quand on se fait former à Mira Élevage? Quand on se fait former à Mira Élevage, les avantages, à chaque formation que vous faites à Mira Élevage, nous avons parti d'abord sur notre formation de 2 jours. Quand vous faites la formation de 2 jours, par exemple, quand vous finissez la formation, pour ne pas que, à la fin de la formation, vous repartez à la maison et que vraiment, c'est comme si vous n'avez pas fait une formation. Qu'est-ce que nous on fait? On appuie avec un stage. Le stage, c'est quoi? Sur la fabrication de la couveuse. Après la formation de 2 jours, vous revenez sur une période d'1 mois pour même manipuler la couveuse, monter la couveuse vous-même. Et maintenant, ce qui concerne la volaille, nous allons vous donner des poussins afin d'expérimenter la formation que vous avez mis et vous avez eue avec des agents de santé animale dans la formation. Pour la formation de 1 an, quand vous finissez la formation, vous devenez en même temps un partenaire de Mira Élevage. De même que la formation de 3 mois et 1 an. Et le gros avantage, c'est que à Mira Élevage, nous sommes pratiques. Pour ce qui concerne l'élevage de la volaille, nous avons des fermes expérimentales. Nous allons vous amener à la ferme afin que vous puissiez déjà mettre en pratique. Là au moins, quand vous sortez, vous êtes plus pratique que théorique. C'est mieux. Alors, nous tendons vers la fin de notre entretien. On va rappeler les conditions pour ces différentes formations et pour finir les numéros. Les conditions, c'est très simple. Si vous voulez vous inscrire à une formation à Mira Élevage, soit pour 2 jours, dont les 30 et 31 octobre, soit pour 1 mois, dont nous avons même effectué la rentrée, mais encore, à chaque mois, nous avons une formation d'1 mois, ou bien pour 3 mois et 1 an, il suffit seulement de vous déplacer, venir à Mira Élevage, nous sommes à Karpala, ou soit vous allez appeler à nos numéros, qui sont les suivants, 64 64 04 44 et le 58 98 0070. Nous allons vous permettre quand même de donner les prix rapidement. Pour 2 jours, ça coûte autour de combien? Pour la formation de 2 jours qui va se tenir vraiment le 30 et 31 octobre, la formation coûte seulement 35 000 francs, vous donnant droit à une attestation après la formation, un stage pratique sur la fabrication de la couveuse et encore 20% pour aller expérimenter ce que vous aurez appris en élevage de volaille. Ça, c'est pour 2 jours. Ça, c'est pour 2 jours. Pour 1 mois, ça, c'est 110 000 francs externat et ça, c'est 160 000 francs internat parce que nous internons aussi nos élèves. Maintenant, pour la formation de 3 mois, ça, c'est 210 000 francs. Pour la formation d'1 an, c'est 510 000 francs. Et maintenant, ce qui concerne les agents techniques d'élevage niveau BEPC et les techniciens supérieurs. Après, donc, les tests d'intégration. Voilà, qui peut faire les tests d'intégration après, ça c'est 400 000 francs. D'accord. Voilà. Merci à vous d'être passé. Et puis voilà, nous avions le numéro de Mira Élevage qui était affiché. Donc vous pouvez contacter aussi ces numéros-là pour justement avoir plus d'informations. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Frédéric Donald Sawadgo, chargé de communication de Mira Élevage, pour parler à nouveau des formations qu'offre Mira Élevage. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien avec M. Sawadgo, mais vous le savez, chaque mardi, vous avez droit à votre chronique Un œil sur la société avec Serge Youssef Ouedraogo. Aujourd'hui, nous avons promené encore nos yeux et nous avons décidé de parler de la bourse scolaire. Nous allons vous inviter à suivre le micro-trottoir le temps que Youssef s'installe pour la phase commentaire. C'est parti. C'est une aide qui permet par exemple à l'étudiant de bien mener par exemple ses études et de pouvoir aussi tendre vraiment vers l'excellence. Voilà, parce qu'on dit qu'un ventre creux n'a point d'oreille. Voilà, donc avec la bourse, c'est vrai que l'argent n'est pas suffisant, mais ça permet de soulager un tant soit peu aux conditions de vie des étudiants. Donc pour moi, elle est vraiment importante. Moi, j'ai été un boursier, donc à cause de ça, je connais les conditions d'accès. Je sais que par exemple, il y a la situation des parents, il y a la moyenne. Bon, on peut dire que le plus important d'abord, c'est la moyenne lors du bac là. Voilà, je crois que normalement, avec les années qui se succèdent, là, les moyennes diffèrent. Voilà, les moyennes diffèrent d'année en année. J'ai vu aussi les résultats aussi.
bourse scolaire, là, c'est important pour les élèves. C'est bien pour les élèves. Bon, c'est quelque chose qui peut avancer les élèves là à l'école. Maintenant, pour se dire qu'on doit prendre pour gagner ça, même nous, on ne connaît pas. Voilà, donc si l'État peut essayer de sensibiliser les gens qui n'ont pas fait l'école là, moi je pense que pour que les gens connaissent quoi, valeur de bourse scolaire. Personnellement, je ne suis pas allé loin à l'école, mais j'ai des frères, des amis qui ont eu le bourse scolaire. Bon, ça les a permis d'aller un peu loin, puisqu'il y a des gens aussi qui veulent aller loin, mais à défaut des moyens de leurs parents, bon, souvent ça aide beaucoup, moi je trouve ça. Et même dans mon grain ici à la porte, moi j'ai eu 3 éléments étudiants qui ont eu ça actuellement, ils sont à Paris. Merci à Daouda Yamego pour ce élément et merci à la population pour leurs avis. À présent, nous retrouvons Serge Youssef Ouedraogo pour parler des bourses scolaires. C'est le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Karsamba, bonjour et bienvenue. Bonjour Abdeta. Tu es bien habillé. Merci. C'est très joli. Merci. En Coco-Donda. Oui, labellisé? Oui, oui. Ah non, Youssef, tu avais cette tenue avant que le Coco-Donda ne soit labellisé. Ah bon? Je t'ai eu. Alors, mais en tout cas, tu es vraiment bien habillé. Merci et je te souhaite bonne journée internationale des enseignants. Merci. Réellement, c'est la journée internationale de l'enseignant. Donc, on va profiter pour dire aux enseignants bonne fête et beaucoup de courage. Aujourd'hui, beaucoup aussi vont avoir des médailles par rapport à la décoration. Mais oui, Youssef, malheureusement, bon, ça sera remis à plus tard parce que suite à l'attaque terroriste, là, le ministère a fait sortir un communiqué pour dire que pour les décorations, ça va attendre, c'est reporté à une date ultérieure. C'est vrai. Mais de toute façon, c'est sûr que les noms sont déjà inscrits. Oui, les noms sont déjà inscrits. Merci bien. En tout cas, on souhaite encore bonne journée de l'enseignant à tous les enseignants du monde entier et particulièrement à ceux du Burkina Faso. Et moi, je pense surtout à ces enseignants de Yirgou, pour certains qui n'ont plus de classe pour enseigner, pour d'autres qui sont dans des classes avec la peur au ventre. Oui, ça c'est vrai. Oui. Alors, Karsamba, on parle de l'octroi des bourses scolaires aujourd'hui. Pour commencer, qui peut postuler à une bourse scolaire et qu'est-ce qu'on appelle même bourse scolaire? Il faut dire déjà, quand on parle de bourse scolaire dans le système éducatif, c'est une rémunération que l'État octroie aux élèves moyennant la moyenne qu'ils ont eu les deux concours d'entrée en 6e, d'entrée en seconde, du BEP et du Bac Pro. Donc c'est dit qu'à chaque année, par trimestre, l'État donne financièrement, une allocation financièrement, on donne l'argent, voilà le terme facile, on donne de l'argent aux élèves. Donc c'est ça qu'on appelle la bourse scolaire. Beaucoup ont eu la bourse, beaucoup n'ont pas eu. Comme l'autre a dit que lui-même il a bénéficié de la bourse scolaire. Et c'est la bourse scolaire qui a aidé beaucoup d'élèves aussi qui ont réussi les circuits scolaires parce que les parents n'avaient pas les moyens. Donc en ce moment on donnait. Et en temps on avait suspendu la bourse scolaire. Avec la lutte du syndicat, encore l'État a vu que vraiment c'est important de ramener la bourse scolaire pour aider certains parents d'élèves et certains élèves surtout qui n'ont pas les moyens de s'inscrire ou d'avoir quelque chose à l'école. Alors Youssef, quand tu dis qu'on donne de l'argent aux élèves, la bourse scolaire, pour certains, on pourrait penser au fait qu'on a la place. Bon, on a eu peut-être une bourse et puis on nous permet d'étudier gratuitement en classe, mais donner l'argent, ça c'est quoi? Oui, donner l'argent, c'est-à-dire que quand vous gagnez, vous êtes admis à l'entrée en 6e, à l'entrée en seconde, et au BEP, au Bac Pro, déjà vous avez la place qui est garantie. Vous allez payer moyennement par rapport à celui qui n'avait pas eu cette bourse. Vous savez que l'État aussi a des écoles conventionnées avec lesquelles l'État traite. Donc, si votre enfant va dans les écoles conventionnées, si vous devez payer 50 000 francs, vous payez au moins 20 000 francs. Le reste, c'est l'État qui prend en charge. Mais en ajoutant, en plus de la place là, par rapport à des moyennes que l'État donne, on vous donne moyennant quelque chose chaque trimestre. D'accord. Financièrement. On vous donne on vous appuie financièrement. Voilà. C'est comme à l'université, quand vous avez la bourse, vous avez quoi, un 30 000 francs le mois ou le combien? mois, voilà, un truc comme ça.
D'accord. Et puis, quand on veut cumuler, il y a des gens qui perçoivent autour de 500 000 l'année. Oui. Ça n'a rien à voir avec le FONET, de 175 000. Alors, Karansamba, on parle de bourse scolaire. Quelles sont alors les conditions pour accéder ou pour avoir la bourse scolaire? Quelles sont les conditions qu'on doit remplir? Les conditions qu'on doit remplir pour avoir la bourse scolaire ici, il faut dire déjà qu'il faut être d'abord de nationalité burkinabé. Il faut être un élève de nationalité burkinabé. Il faut être aussi régulièrement inscrit dans les écoles publiques ou les écoles privées qui sont conventionnées par l'État. En plus de ça, il faut être admis au concours d'entrée en 6e. Ça, c'est pour les enfants du CM2 et de l'enseignement général. Il faut être aussi admis à l'entrée en seconde, ceux qui ont fait le BPC. Maintenant, il faut être aussi admis au concours de première année BEP. Ça, c'est au niveau des lycées techniques et professionnels. Et quand vous êtes là-bas, il faut avoir aussi les choses, être admis au bac pro, au bac professionnel. Quand on dit bac pro, c'est le bac professionnel. Maintenant, si vous êtes admis dans cette matière-là, l'âge aussi compte. Voilà. Par rapport à l'âge, si c'est au niveau de la 6e, il faut être âgé de 16 ans au 31 décembre. Ça, c'est pour la 6e. Voilà. Au maximum 16 ans. 16 ans. Voilà. Au niveau de la seconde, ceux qui ont fait le BPC, qui ont eu l'entrée en seconde, il faut être âgé de 18 ans. 18 ans pour pouvoir prévoir à la bourse. Maintenant, au niveau niveau technique, là, il faut être âgé de 19 ans pour ceux qui ont eu première année BEP. Voilà. Et au 21 ans pour le bac professionnel. Alors, pour les âges que tu donnes, c'est le maximum? Oui, au 31 décembre. Oh, d'accord. Voilà. Donc, si vous êtes dans ces différents âges-là et vous avez eu l'entrée en 6e, vous avez eu le concours de l'entrée en 6e, parce que c'est un concours. Oui. On peut avoir le CP, ne pas avoir le concours. L'entrée en 6e, l'entrée en seconde, et puis l'entrée au concours du bac première année BEP et du bac professionnel, là, vous pouvez prétendre aux bourses scolaires de l'État burkinabé. D'accord. Alors, maintenant, comment on fait justement? C'est vrai qu'on peut remplir ces conditions et puis ne pas savoir comment on fait. Quels sont peut-être les documents à fournir pour bénéficier de la bourse scolaire? Effectivement, il y a un de nos députés qui a dit que c'est vrai que la bourse est très bonne, une bonne chose pour les élèves et les parents, mais ils ne savent pas comment faire pour avoir la bourse. Pour avoir la bourse, déjà, il faut faire une demande. Je pense que le ministère fait sortir un communiqué et ils disent par rapport aux conditions, l'âge, et maintenant il faut faire une demande. Il faut une demande adressée au ministère. Voilà. Et par rapport aux moyennes, il y a des moyennes qu'ils ont données par province. Quand on verra tout de suite, on va voir, si le temps nous permet, on donnera quelques moyennes par province. Voilà, si vous avez déjà la moyenne et vous êtes burkinabé, vous devez avoir un certificat de nationalité burkinabé dans votre dossier. Voilà. Et un certificat de scolarité qui dit que vous avez fait l'école régulièrement par rapport à l'année qui est en cours. Après ça, il y a un formulaire que vous devez prendre auprès des différents services du ministère à travers les SEV, les provinces et les régions. Si à ça maintenant, vous allez tous les mettre dans un chemise cartonnée pour pouvoir déposer où on va vous indiquer, surtout au niveau de la direction régionale de l'enseignement ou la direction provinciale là. Maintenant, il faut dire ici que il y a aussi des cas spécifiques là qu'il faut joindre. Par exemple, s'il y a des enfants qui sont un peu vulnérables, voilà, qui ont des problèmes et des handicaps comme ça, ils peuvent aussi aller à la mairie pour pouvoir avoir un certificat. Voilà, un certificat d'indigène. Voilà, si votre papa malheureusement n'est plus, ou c'est la maman, et vous pouvez aussi aller à la mairie pour avoir un certificat de décès pour joindre. Ça facilite en ce que lors de l'octroi de bourse là, vous êtes avantagé encore par rapport parce que vous êtes encore plus vulnérable que les autres enfants. Donc voilà un peu ce que les parents peuvent faire pour pouvoir avoir la bourse pour les enfants. Oui. Et quels sont les différents types de bourses les différents types de bourses, c'est la bourse ordinaire et la bourse physique. Ordinaire, c'est ceux qui sont dans les différents écoles qui sont vraiment en bonne santé, qui sont dans un état pas critique, qui ne sont pas vulnérables. La bourse physique, là, c'est ceux qui sont
indigènes. Voilà. Ce dont tu parlais tantôt notamment voilà, les personnes, des élèves vivant avec un handicap ou des personnes vulnérables. Justement, ou les parents qui n'ont pas les moyens, ou les parents qui sont plus là. Donc voilà les deux types de bourses qu'on peut avoir. Parce qu'il y a des gens qui croient que si tu n'es pas un enfant de grand, tu ne peux pas avoir la bourse. Voilà, ça c'est un autre niveau. Mais au niveau de la bourse dont nous parlons là, au niveau du poste primaire là, et secondaire là, tout le monde peut avoir la bourse. Par rapport aux conditions dont on a cité. D'accord. Nous, on entend souvent dire aussi que quand les parents sont nantis, ont les moyens, ou quand même les parents sont des fonctionnaires, ça veut dire qu'ils ont des matricules. Oui. Ça veut dire que leurs enfants ne peuvent pas avoir de bourse d'études. Oui, ça, c'est vrai? Oui, malheureusement, oui. Parce que les gens se disent que, ou bien l'État qui réfléchit par rapport à la bourse, disent que non, un salarié ne peut pas avoir la bourse parce qu'il a les moyens pour gérer son enfant. Par exemple, dans le dossier de bourse, j'ai omis de vous dire, dans le dossier de bourse là, la demande là, on demande de mettre le salaire, le bulletin de papa ou de maman. Donc si vous voyez déjà que votre bulletin est lourd, si vous mettez, même si votre enfant a la moyenne qu'on a donnée pour ne pas avoir la bourse. Donc ça élimine voilà, ces catégories de personnes là pour la bourse de leurs enfants. Mais souvent aussi on voit des personnes qui ont de bonnes moyennes, peut-être de meilleures moyennes, mais qui ne sont pas récompensées, qui n'arrivent pas qui déposent même souvent les bourses, mais qui n'arrivent pas à avoir. Qu'est-ce qui explique ça? Oui, c'est ces personnes qui déposent, qui ne peuvent pas avoir la bourse là, c'est par rapport aux conditions qu'on a données. Voilà, vous voyez qu'il y a des conditions qu'on donne. Ce que je vais décider tantôt, si votre enfant est meilleur, a la bonne moyenne, et si malheureusement vous êtes fonctionnaire, vous avez un salaire, un salaire quand même qui peut prendre en charge l'enfant. Donc on ne va pas laisser. On va préférer peut-être aller donner à l'enfant de Tira qui n'a pas les moyens pour avoir la place, que de donner à l'enfant de Serge qui peut quand même s'acheter un vélo et puis chercher la place et puis payer même souvent dans le privé. Donc on va prioriser l'enfant de celui qui n'a pas les moyens pour quand même l'accompagner aussi. Mais cette année, Youssef, c'est déjà acté pour la bourse scolaire? Oui, cette année, c'est déjà acté. Le communiqué vient de tomber. Depuis le 27 septembre, le communiqué du ministère de l'Éducation nationale est tombé par rapport aux bourses scolaires là. Et dans chaque région, chaque parent d'élève. Ça, c'est concernant quoi? Les bourses le dépôt des dossiers? Si, le dépôt des dossiers. Voilà, ça a commencé. Ils vont bientôt déposer les dossiers là. Ça a commencé hier, le 4 au 22 octobre, que ceux qui ont l'information doivent commencer à constituer les dossiers pour déposer. Par rapport aux moyennes, ils ont donné des moyennes aussi par région. Voilà, si votre enfant il peut avoir eu le CEP et l'entrée en 6e et n'a pas la moyenne qu'on a fixée pour avoir la bourse aussi. Il ne faudrait pas que des gens disent que non, mon enfant a eu l'entrée en 6e, il n'a pas la bourse. C'est par rapport aux moyennes de l'examen, du CEP, du BEPC, du bac, du BEP, on donne le caution. Merci Youssef, on n'a pas le temps, mais est-ce que tu peux donner pour le centre, par exemple, quelle moyenne? Pour le centre ici, par rapport aux enfants du CMD qui ont eu l'entrée en 6e là, il faut avoir 8,87 de moyenne. D'accord. Voilà. Au niveau de la seconde, il faut avoir 285 points pour pouvoir avoir la bourse. Voilà. Si vous êtes dans cette fourchette-là, le centre-là, vous pouvez avoir la bourse. D'accord. Oui. Bon, on n'aura pas le temps de donner tout parce que notre temps d'entretien est terminé, Karsamba. Oui, on n'aura pas le temps, c'est vrai, mais ce qu'on va suggérer, c'est que les responsables du ministère là, puissent donner de l'information encore à la population. Parce que d'autres ne savent pas comment avoir accès à la bourse pour les enfants. Pourtant, ils ont des enfants qui ont bien travaillé, qui ont la moyenne, qui sont dans ces fourchettes-là, qui n'auront pas la bourse, malheureusement. Merci bien, Youssef. Nous aussi, nous allons voir dans quelle mesure on pourra donc encore inviter ces agents du ministère-là pour en parler, puisque tu l'as dit, c'est ouvert pour le dépôt des dossiers. Ça va du 4 au 22 octobre. Merci bien d'être revenu sur, en tout cas, cette information. Et c'est ici aussi qu'on va dire au revoir aux téléspectateurs de Bonjour le Faso. Merci à l'équipe de réalisation de cette semaine et merci à tout le monde. Rendez-vous demain pour d'autres aventures de l'émission. Portez-vous bien. Cuisse.